Bienvenue à notre nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche de très très près, littéralement, notre peau. On nous a demandé de décoder ce qui se passe quand elle déraille. Oui, on parle de la peau qui devient rouge, qui enfle, qui pique, au point de nous rendre fous. La mission est simple. Est-ce qu'en comprenant le pourquoi ça arrive, on peut vraiment maîtriser le comment on la traite? Et pour ça, les sources qu'on nous a fournies sont particulièrement révélatrices. Ce sont des textes de pharmacologie. Donc, on va faire une sorte d'ingénierie inversée, si on veut. L'ingénierie inversée, j'aime ça. En regardant les outils dans la boîte du médecin, les médicaments, on va pouvoir déduire comment la machine de notre peau est brisée. C'est en analysant les clés qu'on va comprendre la forme de la serrure. C'est une super bonne image. Parce que la peau, ce n'est pas juste une enveloppe, là. C'est un organe incroyablement complexe. C'est une forteresse, un système de communication, un climatiseur. Absolument. Et quand ça va mal, c'est souvent parce qu'un de ces systèmes est déréglé. Donc, en regardant où les médicaments frappent, on peut, mettons, identifier la source de la panne. Exactement. La pharmacologie moderne, c'est une fenêtre sur la biologie cellulaire. Les médicaments, ce pas des baguettes magiques, ce sont des sondes moléculaires ultra précises. En suivant leur action, on peut cartographier les circuits défectués de la maladie. Allons-y. Parfait. Alors, si on commence par l'arsenal, il faut parler de l'arme la plus lourde, la plus puissante, les corticostéroïdes. Des noms comme la prednisone, l'hydrocortisone. Dans nos sources, on les décrit un peu comme l'approche bulldozer contre l'inflammation. Alors, comment ça marche, un bulldozer moléculaire? Le mot bulldozer est bien choisi parce que ça agit partout et avec une force immense. La raison est simple, les récepteurs auxquels ces médicaments se lient, les récepteurs de glucocorticoïdes, se trouvent dans le noyau de presque toutes nos cellules. Ah, OK, partout. Donc, quand on prend un stéroïde, on envoie un signal de commandement à l'ensemble du corps. Et ce signal, c'est essentiellement « cesse le feu », partout, immédiatement. L'attaque anti-inflammatoire, elle se fait sur plusieurs fronts en même temps. D'accord, plusieurs fronts. Commençons par le commandement. Si l'inflammation, c'est une armée, comment les stéroïdes s'attaquent au quartier général? C'est la première chose qu'ils font. Ils neutralisent les généraux, c'est-à-dire qu'ils inhibent l'activation et la prolifération des lymphocytes T. Ce sont les cellules qui orchestrent toute la réponse immunitaire. Les chefs d'orchestre. Exact. Sans leurs ordres, l'armée est désorganisée et ne peut pas lancer d'attaque coordonnée. OK, donc pas de généraux pour donner les ordres. Mais qu'en est-il des messages qui sont, mettons, déjà en circulation? Les signaux d'alarme qui crient au corps de réagir? Excellente question. Et c'est le deuxième front. Les stéroïdes coupent toutes les lignes de communication. Ils empêchent les cellules de produire les messagers de l'inflammation, des molécules qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, oui. Pensez à des noms comme les interleukines ou le fameux TNF. Ce sont ces cytokines qui, normalement, recrutent des renforts et disent aux vaisseaux sanguins de s'ouvrir, ce qui cause la rougeur et l'enflure. Les stéroïdes brouillent toutes ces radios-là. Donc, plus de généraux, plus de communication, on a une armée silencieuse et désorganisée. Mais l'inflammation, ce ne sont pas que des messages. Il y a bien des armes concrètes, des molécules qui causent directement la douleur et le gonflement. Oui, Est-ce qu'ils s'attaquent à ça aussi? absolument. C'est le troisième front, et peut-être le plus direct. Ils sabotent les usines d'armement. Pour fabriquer les molécules qui causent la douleur et l'enflure, le corps a besoin d'une matière première, l'acide arachidonique, et d'une machine pour la transformer. D'accord. Eh bien, les stéroïdes forcent la création d'une protéine, l'annexine 1, qui vient jeter du sable dans l'engrenage de cette machine, une enzyme clé nommée phospholipase A2. Wow! Plus de production de prostaglandine et de leucotriène, les armes chimiques de l'inflammation. C'est un arrêt complet sur tous les plans. C'est puissant, mais ça me semble aussi un peu risqué. Si on éteint tout le système de défense du corps, j'imagine qu'il y a des dommages collatéraux importants. Et c'est tout le paradoxe des corticostéroïdes. C'est une arme incroyablement efficace, mais à double tranchant. Parce qu'ils agissent partout. Leur utilisation à long terme peut dérégler d'autres systèmes, causer une hyperglycémie, affaiblir les muscles, les os, Ah oui! et surtout, en supprimant l'immunité, ils nous rendent beaucoup plus vulnérables aux infections. C'est un peu comme raser une ville pour se débarrasser d'une poignée de criminels. Ça fonctionne, mais le coût est élevé. C'est quand même fou de penser que pendant des décennies, c'était la meilleure et parfois la seule option qu'on avait.
Ce compromis entre calmer une maladie et en risquer d'autres. Exactement. J'imagine que toute la recherche des dernières années a consisté à trouver une approche plus chirurgicale. C'est là qu'on arrive aux fameux agents biologiques, j'imagine. Précisément. Si les stéroïdes sont le bulldozer, les agents biologiques sont des scalpels moléculaires. Ce sont, pour la plupart, des anticorps conçus en laboratoire. Les fameux MAB. C'est ça, les médicaments dont le nom finit en MAB, et ont une seule et unique cible. Au lieu de tout éteindre, ils vont intercepter un seul type de message, une seule cytokine, et la neutraliser. D'accord, donc on passe de brouiller toutes les radios à écouter les communications pour ensuite abattre un seul messager. Donne-moi un exemple concret. Le plus classique, c'est le TNF-alpha. C'est une cytokine qui joue un rôle de premier plan dans beaucoup de maladies inflammatoires chroniques. Des médicaments comme l'infliximab ou l'adalimumab, dans le fond, ce sont des anticorps qui patrouillent dans le sang. OK. Ils trouvent le TNF-alpha et s'y collent, le neutralisant avant même qu'il ne puisse transmettre son message inflammatoire. C'est l'équivalent d'un contre-espionnage moléculaire. Et ça a dû changer la donne pour les gens qui souffrent de ces maladies. Mais le TNF-alpha n'est pas le seul message, n'est-ce pas? Les sources parlent beaucoup des interleukines. Exact. Les interleukines ou IL sont des messages encore plus spécifiques échangés entre les différentes cellules immunitaires. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'en ciblant d'interleukines différentes, on peut traiter des maladies très différentes. Ah, d'accord. Prends la dermatite atopique, l'eczéma sévère. On a découvert un médicament, le dupilumab, qui bloque les récepteurs de deux interleukines bien précises, l'IL-4 et l'IL-13. Attends, juste 2 messages sur les centaines qui existent et ça suffit pour contrôler une maladie aussi complexe que l'eczéma sévère. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la maladie elle-même? C'est ça, le véritable niveau d'analyse. Ce qui est incroyable avec le dupilumab, ce n'est pas juste qu'il fonctionne. C'est qu'en réussissant à bloquer seulement ces 2 messagers, il a prouvé que l'eczéma sévère n'est pas juste une peau sèche qui réagit trop. Non. C'est une maladie immunitaire pilotée par une voie très spécifique, la voie dite T2. On a découvert la nature profonde du problème en trouvant la clé pour le résoudre. C'est un exemple parfait de notre ingénierie inversée. C'est brillant. On affine la compréhension de la maladie en affinant le traitement. Mais tous ces médicaments semblent agir une fois que la bataille est déjà commencée. Est-ce qu'on a des outils pour empêcher la toute première étincelle d'une réaction allergique? Pour, désamorcer la bombe avant qu'elle explose? C'est une excellente image et oui, on en a un, il s'appelle l'omalizumab. Dans beaucoup de réactions allergiques, la première étape, c'est la production d'un type d'anticorps appelé IgE. IgE, OK. Ces IgE vont ensuite aller s'accrocher sur des cellules sentinelles, les mastocytes, et les armer. Quand l'allergène arrive, il se lie aux IgE, ce qui déclenche l'explosion du mastocyte et la libération d'histamine. La réaction en chaîne. Voilà. L'omalizumab, lui, il intercepte les IgE qui circulent dans le sang avant qu'elle n'ait le temps d'armer les mastocytes. La bombe n'a jamais d'amorceur. D'accord. On a parlé de la stratégie au niveau du quartier général avec les stéroïdes et des opérations spéciales avec les agents biologiques, mais redescendons sur le terrain à ce que la personne ressent au quotidien. Le symptôme le plus pénible, c'est souvent la démangeaison, le prurite. Comment est-ce qu'on s'attaque à ça directement? La démangeaison, c'est très souvent le résultat direct de cette explosion des mastocytes dont on vient de parler. Le principal produit chimique libéré, c'est l'histamine. L'histamine. Cette histamine va se fixer sur des récepteurs spécifiques sur les terminaisons nerveuses de la peau, les récepteurs H1, et c'est cette connexion qui envoie le signal « ça pique » au cerveau. Les antihistaminiques fonctionnent de la manière la plus simple qui soit. Ils vont s'asseoir sur ces récepteurs H1 et les bloquer. Ils prennent la place. Exact. L'histamine peut être libérée, mais elle n'a nulle part où se brancher. Le message n'est jamais envoyé. Le téléphone sonne, mais personne ne répond. J'ai remarqué qu'il y a des antihistaminiques qui rendent très somnolents et d'autres pas du tout. Quelle est l'astuce? L'astuce, c'est une question de géographie, en fait. Les antihistaminiques de première génération, les plus anciens, sont de petites molécules qui peuvent facilement traverser la barrière qui protège notre cerveau. La barrière hémato-encéphalique? C'est ça. Et comme on a aussi des récepteurs H1 dans le cerveau qui sont liés à l'éveil, les bloquer cause de la somnolence. Les antihistaminiques de deuxième génération, eux, ont été conçus pour être incapables de traverser cette barrière. Ils restent donc dans le reste du corps, là où on en a besoin, sans affecter le cerveau. Très clair. Et pour la rougeur et l'inflammation plus générale, si on ne veut pas sortir le bulldozer stéroïdien, y a-t-il une option intermédiaire? Oui, et on la connaît tous.
Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS. L'ibuprofène? Comme l'ibuprofène, exactement. Il retourne à l'usine d'armement dont on parlait, la cascade de l'acide arachidonique. Mais au lieu de bloquer la toute première étape comme les stéroïdes, il bloque une étape plus loin, les enzymes COX-1 et COX-2, qui fabriquent les prostaglandines. Ah, c'est plus ciblé. Oui, moins de prostaglandines, c'est moins de dilatation des vaisseaux, donc moins de rougeur et moins d'inflammation. C'est plus ciblé que les stéroïdes, mais beaucoup moins précis que les agents biologiques. C'est le couteau suisse de l'inflammation. OK. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé d'un système immunitaire qui s'emballe, qui se bat contre lui-même ou contre des fausses menaces. Mais nos sources abordent un tout autre scénario, celui où l'ennemi est bien réel, un envahisseur, comme les champignons qui causent des infections de la peau, des cheveux, des ongles. Quel est le défi ici? Le défi est immense. C'est que les cellules de champignons sont des eucaryotes, tout comme nos propres cellules. Ça veut dire qu'en termes de machinerie interne, ils nous ressemblent beaucoup plus qu'une bactérie. Donc, c'est dur de les attaquer sans s'attaquer soi-même. C'est exactement ça. Il est très difficile de trouver une cible à attaquer pour les tuer sans causer de dommages collatéraux graves à nos propres cellules. Alors, comment est-ce qu'on peut empoisonner l'envahisseur sans s'empoisonner soi-même? Il doit bien y avoir une différence, une faille, un talon d'Achille? Il y en a un. C'est une différence biochimique subtile, mais fondamentale, qui concerne la membrane qui entoure la cellule. Pour maintenir la structure de leur membrane, nos cellules utilisent une molécule appelée cholestérol. Le cholestérol, oui. Les cellules de champignons, elles, utilisent une molécule très similaire mais distincte, l'ergostérol. Et cette petite différence, c'est la clé de tout. C'est le talon d'Achille qu'on peut viser. Ah, c'est brillant. Alors, comment les médicaments exploitent cette faiblesse? Il y a principalement deux stratégies. La première, celle des médicaments appelés polyènes, est très directe, presque brutale. Ces molécules reconnaissent l'ergostérol, s'y lient et s'assemblent pour former des pores, des trous, dans la membrane du champignon. Des trous? Carrément? Oui, c'est comme percer des dizaines de trous dans une bouteille d'eau. Chut! Tout le contenu vital de la cellule se met à fuir et elle meurt. C'est radical. Et la deuxième stratégie? La deuxième, utilisée par les familles des azoles et des allylamines, est plus subtile. Au lieu de perforer la membrane, ces médicaments sabotent la chaîne de montage qui fabrique l'ergostérol. Ils l'empêchent de se construire. Exactement. Ils bloquent différentes enzymes essentielles à sa synthèse. Sans cet élément structurel vital, la membrane devient défectueuse, instable, et la cellule ne peut tout simplement pas survivre ou se reproduire. C'est pour ça qu'un médicament comme la terbinafine est si efficace pour les infections des ongles. Ah oui? Oui, elle s'accumule dans la kératine et bloque la production d'ergostérol sur le long terme. C'est fascinant de voir comment la biochimie peut devenir une forme de guerre stratégique. Pour résumer, si on regarde l'arsenal qu'on vient de parcourir, on voit un portrait incroyable de la peau malade. C'est le résultat d'une conversation déréglée entre nos cellules. C'est ça. Et pour y répondre, on a des outils pour tout couper, comme les stéroïdes, pour intercepter des messages précis, comme les agents biologiques, pour bloquer les symptômes en bout de ligne, comme les antihistaminiques. Et pour exploiter les faiblesses biochimiques des envahisseurs, comme les antifongiques. Exactement. C'est un portrait complet. L'histoire de ces médicaments, c'est vraiment l'histoire de notre compréhension de la maladie. Chaque nouvelle classe de médicaments qui apparaît dans l'arsenal représente une nouvelle couche de compréhension des voies moléculaires. On ne fait pas que découvrir des traitements. En les découvrant, on résout des énigmes biologiques. Puis c'est un cercle vertueux où la thérapie et la science se nourrissent l'une l'autre. Ce qui m'amène à une dernière réflexion. On a vu une tendance très claire dans nos sources. On va du général au spécifique. On est passé du bulldozer des stéroïdes au scalpel des anticorps monoclonaux. Absolument. La précision augmente. Alors, la question que je me pose pour l'avenir est la suivante. Peut-on imaginer un jour que le traitement d'une maladie comme l'eczéma sévère ne sera plus un seul médicament, mais un cocktail d'anticorps personnalisés, ajustés en temps réel aux cytokines précises qui sont déréglées chez cet individu, à ce moment précis, rendant nos approches actuelles complètement archaïques?